Hello, bienvenue dans DCP, du ciné et des potes, votre émission bi-hebdomadaire de cinéma proposée par le Wishing Light Channel. Je suis entouré de Fred, Jérémy, Julien, salut les potes. Bonjour. La vibe va être différente parce qu'on est samedi matin, on enregistre samedi matin, il fait beau, on remplace les bières par le café. Oui, on enregistrait parce que hier, Jérémy n'était pas disponible parce qu'on fêtait l'anniversaire du papa de Jérémy et parce qu'on sait que c'est un auditeur. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci pour lui. Comment il s'appelle? Pascal. Joyeux anniversaire Pascal. Joyeux anniversaire Pascal. Merci pour lui. Bref, revenons au cinéma. En première partie, le film d'un petit réalisateur. Le premier film d'un petit réalisateur, un certain Ethan Cohen. Et Le mal n'existe pas de Ryusuke Hamaguchi, à qui on devait le succès de Drive My Car. En deuxième partie, Jérém analyse les chiffres des frères Cohen. Je vais vous refaire une histoire de star. Et j'espère que cette fois, tu ne vas pas deviner en 2 secondes, Frédéric. Oui. Et on conclura avec mon propre Joker. Attends, t'as dit petit cinéaste pour Ethan Cohen? C'est un euphémisme. C'est un euphémisme. Ah, okay. Mais c'est parce que c'est son premier film solo. Ah. Ok. Bref, mais que se passe-t-il dans l'actualité du cinéma en ce moment? Eh bien, vous le savez, la saison 1 de Fallout est enfin arrivée sur Amazon Prime. Mais à peine cette saison arrivée, on nous parle déjà d'une saison 2. Alors, ça a fuité. Ce qui s'est passé, c'est que en Californie, vous avez donc la California Film Commission qui a montré une liste. En fait, c'est une liste de plusieurs séries, films qui vont pouvoir bénéficier d'aide en fait à la création. Et dans cette liste, on retrouvait Fallout. Donc, ça présume une saison 2 de Fallout. Et d'après les statistiques qui sont sorties, cette saison 2 permettrait d'insuffler 153 millions de dollars à l'État californien. Donc, avec les acteurs qui vont être payés, avec les équipes techniques qui vont venir, tous les frais locaux que ça va permettre d'engendrer. Et ça permettra aux producteurs de la série d'avoir une réduction d'impôt de 25 millions de dollars. Et en plus de ça, profitant de la sortie de la saison 1 de Fallout, Bethesda, donc l'éditeur du jeu vidéo, a annoncé une mise à jour gratuite sur Fallout 4, donc une mise à jour pour les PS5, Xbox X, et aussi une mise à jour sur les anciennes versions de console, donc l'Xbox One et la PS4. Donc cette mise à jour, rien d'exceptionnel, passage à 60 FPS, des corrections de bugs, quelques packs en plus, voilà. Pour rappel, Fallout 5 c'est sorti il y a quasiment 10 ans, c'était en 2015. Fallout 4, pardon, était sorti il y a quasiment 10 ans, c'était en 2015, voilà. Ça ne rajeunit pas. Fred. Du coup, Cannes, l'annonce de plein de films en compétition pour le festival de Cannes. Moi, de ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a pas mal de films un peu qui sont dans le cinéma de genre. Moi, j'aime beaucoup le cinéma de genre, donc je vais vous parler de cinéma de genre. Ce qui m'a intéressé dans cette compétition, du coup, c'est par exemple Coralie Farja, qui revient avec un second film, celle qui avait fait Revenge, qui est un Rape and Revenge américain, qui était super bien. Et là, elle revient avec The Substance, qui est aussi un film de body horror avec demi-mot. Noémie Merlan, qui réalise son deuxième film, qui est aussi un film de genre qui s'appelle Les Femmes au balcon, qui sera présenté pour les séances de minuit. Et donc ça a l'air super cool. Et puis le maître un peu du body horror, David Cronenberg, avec Les Linceuls. Est-ce que vous savez ça parle de quoi? Je sais qu'il y a Vincent Cassel et... Ok. Et c'est qui la deuxième actrice? Je sais pas, c'est pour ça que je demandais. Mais je sais qu'il y a Vincent Oui, Cassel. je sais qu'il y a Vincent Cassel aussi. Trop bien. Et puis mis à part le cinéma de genre, il y a beaucoup de noms qui ont été retenus, que j'ai retenus. On sait tous des grands films comme Megalopolis de Coppola, qui fait un peu peur, je crois, à certains, de ce que j'ai entendu. Des petites rumeurs sur ce film qui... Ça a le titre de film qui pourrait faire 3h30. C'est ça. Je crois que le film est hyper long, mais je crois que le vrai problème en tout cas du film en ce moment, c'est qu'on n'est pas encore sûr de l'avoir parce qu'il n'a pas de distributeur français. C'est ça. Non, en général, il n'y a pas de distributeur tout court. Même tout court, ouais. Parce que Coppola est allé vendre son projet au studio, et parce que maintenant le film est terminé puisqu'il a autoproduit. Et tous les studios sont en mode... Ils ont peur, ouais. Ouais, parce qu'en plus, plus, ils demandent un sacré budget, ils demandent quasiment le budget qu'il a mis sur le film, ils demandent le même en marketing. Donc, et les studios sont pas prêts pour l'instant à accéder à cette requête. Ouais, effectivement, il a mis, je crois à peu près 180 millions de sa fortune personnelle dans ce film. Parce que c'est vraiment son projet qu'il essaie de faire depuis des décennies. J'ai vu qu'il veut le faire depuis 87. Ouais. Du coup, s'il a un succès à Cannes, il arrivera peut-être à trouver ses distributeurs. On verra. Si la presse si accueille bien Coppola le film. gagne justement, je crois que certains parlent de plateforme, quoi. Mais ça, s'il est sur une plateforme et que, tu vois... Si Coppola gagne sa 3e Palme d'Or, peut-être que oui, il trouve un distributeur. Mais si c'est un four, parce que ça peut l'être aussi, hein. Ça peut l'être. Et dernier film que vraiment j'ai super hâte, c'est Léo Carax avec C'est pas moi, qui est un film autobiographique qui revient sur sa carrière. Voilà. Je sais pas si vous aimez bien. Je sais pas si t'as vu, mais je crois que c'est un moyen métrage. C'est un moyen métrage, ouais. Ah à bon peu près, ouais. De 50 minutes, je crois. Mais j'ai vu que c'était très autobiographique. Oui, sur totalement. Un récap sur ses 40 ans de Mais carrière. non, en ce moment, t'as que ça, quoi. Son dernier, c'était Annette. Ouais, c'était Annette. Donc il revient sur ça. Et puis en ce moment, il y a beaucoup de réels qui font vraiment que des films autobiographiques. Je pense aussi à Desplechin.
avec Spectator. Mais ça, c'est son cinéma depuis toujours, Desplechin, après. Ah ouais, il est hyper auto-centré. Non, mais tout son cinéma est basé sur les souvenirs d'enfance et le rapport à la famille, mais Ah, je qui savais est pas du très tout, je sien. connais pas du tout. Paul Dédalus, c'est ça? Voilà, c'est Oui, ça. exactement. Jérém. Alors, il y a eu une flopée de trailers dernièrement. Mais celui qui a retenu le plus mon attention, c'est celui de Maxine. Ah putain, je croyais que t'allais dire Joker. Non, Non. c'est moi qui vais dire Joker. Non, Ok. c'est pour ça que je lui laisse. Donc, troisième volet de la trilogie X Pearl Maxine. Donc, on espère qu'il y aura une sortie en France parce que toujours pas de distributeur français parce que parce que j'ai vu que le trailer n'était sorti que sur la chaîne YouTube de A24 et non pas sur un set d'un distributeur français. C'était quoi est-ce que je te rappelle les deux premiers des distributeurs? Alors, le premier c'était Kino Vista, qui était une petite Ouais. boîte, et le deuxième, vu qu'il est sorti en direct tout DVD et Blu-ray, c'était via Universal Pictures. Donc c'est un peu dommage parce que tu te dis putain, Universal ils auraient pu le sortir en salle quand même, Pearl. Non, ils ont fait une sortie directe tout DVD et Blu-ray. Et donc on espère pour ce troisième volet qu'il y aura une sortie en salle en France. Et ce qui m'a le plus retenu mon attention dans tout ce trailer, c'est que je sais pas quel genre ça va être. En fait, en voyant le trailer, je me suis dit, alors attends, ça part sur du slasher, mais en même temps ça a l'air d'être un petit peu un thriller, enfin voilà, ça parle de drame, un petit peu, on a l'impression qu'il y a un petit côté drame dans le truc. Moi, de ce que j'avais compris, c'est que ça allait être très inspiré du Gallo. Donc tout ce qui est Dario Argento, tout ce qui est le film en fait le slasher à l'italienne dans les années 70, genre 6 femmes ou 10 femmes pour l'assassin. J'ai plus le nom du film, mais exactement ce genre d'ambiance. Ah ouais, d'accord. Moi, ça me fait plus, je sais pas, j'avais un peu l'impression d'avoir une vibe de Palma, genre un peu. Genre Ouais. dans le slasher, mais très de ville, quoi. C'est beaucoup dans la ville. Et le casting est fou en plus. Ouais, donc non, mais trop hâte. Et je sais pas, en distrib, moi, je sais pas pourquoi, je verrais bien Jokers prendre ce film. Il y a grave une vibe, genre The Jokers et ce film, genre Maxine. Ouais. Bah moi c'est le Joker 2 qui m'intrigue un petit peu. Mais en même temps j'arrive pas à savoir non plus quoi en penser parce que il y a des discours un peu contradictoires entre ça va être un film musical, ça va pas en être, ça va être une comédie musicale mais il y a que 3 chansons, je sais pas trop. Moi le trailer me laisse un peu perplexe. Genre ça va être la même sauce que Joker 1 mais peut-être pas plus développé que ça, je sais pas ce que ça vous Moi, j'ai inspire. envie de croire au fait que ça va être vraiment un film totalement différent. Qui va oser juste être un film de comédie musicale, tu vois, genre que Todd Phillips s'éclate à faire un film de comédie musicale. Moi j'y crois pas du tout mais... Moi, ça m'a fait un peu souffler le trailer. Pas tant à cause de Joker en lui-même, parce que moi, le premier film, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher en termes de non-originalité, en termes de pur pastiche, De Taxi Driver. C'est ça, de Taxi Driver, de La Valse des Pantins. C'est un film que j'ai quand même apprécié, mais c'est plus à cause des réactions du public, C'est ça. cette extasie pour des plans, le fameux plan du sourire. Ah oui, ah non mais là au bout d'un moment, ouais. Et c'est cette sorte de, ouah, ça va être exceptionnel. Jérém en a fait un tweet. Je Non, sais. mais J'en après, peux plus des gens qui se pignolent et qui se disent Après- déjà c'est le meilleur film de l'année, voire de la décennie, Ah, alors bah, que le après, ça, trailer t'as- vient de sortir, putain. T'as le grand public et à nous, voilà, nous on est les mecs. Non mais j'ai pas envie de faire mon condescendant et de dire que le grand public a tort, parce que le grand public a parfois raison, mais arrêtez de vous extasier, c'est qu'une putain de bande-annonce quoi. On est des putains d'élitistes. Par contre, je suis très content de retrouver Lady Gaga au cinéma. Moi non, c'est ça qui me donne envie, ouais. Star is Born, tu l'as pas vu toi, ouais, mais Toujours c'était pas. genre génial. Et elle est trop forte en actrice. Mais Enfin, j'entends des gens qui disent ouais Lady Gaga c'est pas une actrice mais je crois que c'est toi Fred qui m'avait dit qu'elle avait quand même eu le Golden Globes pour Non c'est moi, mais c'est Jérém. elle a eu le Golden Globe pour la saison 5 de American Horror Story. Ah non, mais c'est vraiment, pour moi, c'est une actrice, Lady Gaga. Voilà, ça fait Au-delà 10 d'être une ans. chanteuse. ça- Voilà, voilà, elle a des grandes qualités Ah oui, d'actrice. Donc, sur ça, je suis très content de la retrouver dans un film. nous verrons mais ne nous extasions pas trop sur un trailer parce qu'un trailer n'est jamais plus qu'un Un argument marketing. trailer. Trailer. Mais c'est un argument marketing quand même. Bref, on est longtemps passé sur les news. C'est vrai. On va enfin parler du cœur de cette émission et des critiques. Je suis désolé. Je suis désolé de l'avoir forcé pour faire Drive Away Dolls, les gars, parce qu'on va parler de Drive Away Dolls. Pourquoi t'es désolé? T'as pas aimé? Bref, la rupture entre les légendaires frères Cohen est actée. Joel a fait Macbeth et Ethan fait son premier film solo qui s'appelle Drive Away Dolls. Alors Cohen ensemble, c'est très bien, mais Cohen en solo, qu'est-ce que ça vaut? T'as vu Macbeth? Je quitte la ville. Ça tombe bien parce que moi aussi, tu veux aller où toi? T'as là assis en Floride. Ça fait longtemps que je suis pas heureuse. Cette virée, on va la faire ensemble, mon petit cœur. On va se reprendre en main, à 4 mains. Curly Convoyage, autre référence pour la livraison de voitures en Pennsylvanie. Ce cher Curly, M'appelez pas Curly. c'est pas votre nom? Je m'appelle Curly, mais on se connaît pas de familiarité. On vient pour la voiture. Attendez,
vous avez demandé une livraison à Tallahassee. Et là, ces deux gonzesses ont débarqué en disant qu'elles allaient à Tallahassee. Elles se chargent de conduire à votre place. Ça vous embête? Ça se pourrait, si elle tombe sur les colis. Jamie et son amie Marianne sont à la recherche d'un nouveau départ. Elles se lancent dans un road trip, mais les choses tournent mal lorsqu'elles croisent en chemin un groupe de criminels bras cassés. Je suis désolé. C'était court comme pitch. Bah ouais, en même temps, ça évoque pas trop ce qu'est le film en Il a soi. pas aimé en plus, donc il n'aimait pas du sien. Ah non, mais c'est le pitch que j'ai trouvé sur officiel. Hein. C'est toujours, je prends toujours le pitch officiel. Je trouve que ça résume bien le film. Et ouais, Vous êtes tous notre silence résume bien ce qu'on pense Ah du bah film. non, je moi j'ai pense. trouvé ça trop bien. Sérieux? Ah ouais, J'étais j'étais sûr, grave putain, amusé. j'étais sûr. Ah, je trouvais ça tellement con, je m'en bats les couilles, c'était trop bien. Ah ouais. C'était trop bien parce que c'était con, c'était pas prise de tête, c'était un film marrant quoi. Ah, Avec des effets, mais vraiment, il abuse tout quoi. Toutes les transitions, tous les petits trucs avec Miley Cyrus, genre vraiment. ouais. En fait, j'allais le voir au 9h au Hall, j'étais grave fatigué, il m'a réveillé, genre, Il t'a réveillé. j'étais en mode, ah en vrai c'est marrant, tu vois. Donc non, j'ai passé un bon moment après, de là à dire que c'est un chef-d'œuvre, non, mais moi j'ai bien aimé l'idée, oui, de s'amuser, de faire un film totalement con, quoi. Moi, il y a juste un truc que j'ai bien aimé dans le film, c'est le fait qu'on entend Funkadelic, Maggot Brain. Je pensais à la même chose. Oui. Voilà, J'étais c'est- très content d'entendre ça. J'ai pas compris pourquoi il y avait ça dans le film, pourquoi il y avait des effets de 70s hippie drogue avec Funkadelic. Ah mais vraiment, il y a rien à comprendre en fait dans ce film. Le seul point positif que je peux en trouver, c'est que ça dure qu'1h20, et c'est déjà pas mal. Julien. Ouais, c'est vrai. Mais la limite entre l'humour et la vulgarité est fine et elle est largement franchie. Très C'est pas racoleur. drôle, c'est juste vulgaire, assez ennuyeux, très peu recherché. Et c'est une parodie de soi en fait. Tu retrouves. Alors, je suis pas une grande connaissance du cinéma des frères Cohen, mais de ce que j'ai pu lire et même du peu que j'ai vu, donc c'est-à-dire Fargo, tu retrouves cette ambiance là, c'est-à-dire les deux criminels bras cassés. Mais Fargo, tu avais cet humour très cynique, très noir, alors que là on est dans un humour très gras. Très grotesque. Mais il y a effectivement, tu sens bien que c'est du Cohen parce que l'idée même des Cohen, enfin de Fargo en tout cas, mais même de Big Lebowski ou tout ça, c'est que tu as une histoire principale, mais les personnages passent leur temps à parler d'autres choses. Et c'est de ça dont il est question Fargo, c'est que tu as un crime qui est absolument odieux qui se joue, et les personnages ont absolument pas cette chose en tête, ils pensent à autre chose. Tu as la flic qui est jouée par Qui est enceinte. Frances McDormand. Frances McDormand, bah voilà, qui est enceinte. Et justement, elle est plus obsédée par la question de je suis enceinte que j'ai un crime à résoudre. Et du coup, tu retrouves ça un peu dans Drive Away Dolls, mais poussé au forceps. Parce qu'en fait, les personnages n'ont pas d'autre discussion que le cul. Bah, ça parle beaucoup de cul, mais en même temps, c'est pas si vulgaire que ça à l'image, tu vois. Genre, ils vont pas non plus dans. Non? Je sais pas, moi j'ai trouvé ça grotesque. En fait, j'ai trouvé le personnage incarné par Margaret Qualley là insupportable. Ok. J'avais envie de la baffer tout le temps. Et justement, quand c'était les deux. Misogyne Non, je rigole. Ah, je vais te faire la zec. Non, je suis désolé. Et quand c'est. Du coup, je vais avoir l'air Pardon. encore plus misogyne, mais les deux gars, les deux bras cassés là, Tu préférais leur histoire à eux? bah juste leurs interactions étaient un peu plus Cohen, Ouais. dans le style de Cohen quoi. J'allais dire peut-être qu'il s'est écrit des personnages féminins, mais j'ai pas vu beaucoup de Ça a films été de lui. scénarisé par une femme. Oui, qui est également la monteuse du film, avec Ah la oui. monteuse du film. Ouais. Ah bah faut lui retirer. Comment il s'appelle le Avid. Non, le logiciel de montage par lequel on commence tous là, Movie Maker. Faut lui retirer Movie Maker. Oh, c'est méchant ça. Parce que les transitions, les gars. On faisait rire. Non, mais le truc qui est, qui est intéressant, le truc qui est remarquable, c'est qu'on a l'impression qu'il veut faire un parallèle entre le chemin, enfin, et le parcours entre les deux héroïnes et les deux mecs bras cassés. Donc, mais sauf que il y en a, t'as envie de suivre leur histoire et l'autre non. Juste pour le nom de la scénariste, c'est Tricia Cook qui avait travaillé au montage sur les autres films des frères Cohen. Bah ouais. Donc elle n'est pas débutante, donc je comprends pas les choix qui ont été faits, donc que ce soit par elle ou par Ethan C'est Ethan, ouais. pour ce film. Notamment, oui, les transitions sont moches et je me suis demandé qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une co-réalisation entre Dupontel et Ethan Cohen. Je me suis dit que ça pourrait quand même donner quelque chose d'assez magnifique à voir. Ouais. Non, écoutez, moi j'ai débranché mon cerveau, j'ai regardé le truc, ça m'a amusé. Ça m'a amusé, ouais. Ouais, je sais pas. Plein de God, plein de. Mais je sais Bon, pas. c'est ultra stéréotypé en fait, mais Oui. c'est pas que ce soit dérangeant, c'est juste que en fait ça propose pas quelque chose de très sensationnel quoi. C'est des stéréotypes et des clichés déjà vus. Mhm.
Et même en termes de pattes, c'est censé être un film qui se passe à la fin des années 90, début 2000. Tu sens jamais que t'es dans cette période-là. C'est-à-dire que t'as une forme très générique qui se diffuse dans le film, en fait. Oui. Mais moi, c'est juste les interactions entre les personnages que je trouve complètement superflues, quoi. C'est les dialogues, je les trouve pas bien écrits, quoi. Et ça aide pas les actrices, hein, qui sans doute elles donnent le meilleur d'elles-mêmes, mais vraiment les interactions entre les deux actrices principales, je trouve ça toujours extrêmement superflu et vain. Non, mais il y a beaucoup, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent du fait que ce soit réalisé par un homme et que du coup qu'il y a du male gaze. Je suis désolé, le problème c'est pas le male gaze, c'est que ce soit un mauvais film tout court. Hein. Mais je trouve pas qu'il y ait du male gaze Et justement non plus, par rapport à la et sexualisation. forcément, À ça, quel moment non. il tombe dans une sexualité de la femme, justement c'est toujours bien coupé, c'est jamais le but en fait de montrer des femmes à poil en train de baiser, quoi, tu vois. C'est juste beauf, en fait. Mais beauf. Mais je trouve pas qu'il y a un male gaze pour le coup là. Non. Je trouve que ça a quand même été bien géré sur ce coup-là. Non plus, mais c'est juste le problème, c'est que ça soit un mauvais film, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, C'est un mauvais film qui peut-être se veut être un mauvais film, tu vois, de mauvais genre, tu vois, je sais pas, c'est peut-être pour ça qu'il abuse tout dedans. Bah alors si c'est ça, Bah oui, je pense pas qu'il c'est- soit dit, je vais faire ça- un film, c'est le meilleur film de ma vie. Enfin, tu si vois. c'est ça, il a fait un navet du coup. Il voulait peut-être faire un nanar, mais il en a fait un navet. Hein. Moi, juste le problème que j'ai avec le film, c'est que je trouve que les choix artistiques sont de mauvais goût. Enfin, on n'a pas à remettre en question les qualités de réalisateur et d'écriture de Cohen, quoi, parce que Non, je pense qu'il a voulu faire un film de mauvais goût. Moi, ça a marché sur moi en tout cas. Ça m'a- moi, je trouve ça dommage, quoi. Je me Ouais. dis putain, quoi, le gars, il a projeté 70 ballets. Ouais, son premier film, ça soit ça, ouais, je comprends. Ouais, et que c'est les blagues de son premier film en solo se limitent à Big Pout Poil, c'est. C'est quand même une Ouais, histoire. c'est une histoire, c'est deux lesbiennes qui trouvent une mallette qui appartient à des criminels, sauf que la mallette, en fait, ce sont des godemichets qui appartiennent au sénateur qui veut pas que ça se découvre, et du coup, bah, vu que le godemichet est quand même très gros, bah, on va quand même l'utiliser sous la douche. Voilà. Bah, quand la seule proposition de ton, non mais la seule proposition de ton film, c'est ça. Et pourtant, enfin, je peux comprendre que le côté loufoque, ça va toujours plus loin, c'est ça, c'est tu dis qu'est-ce qu'il y a dans cette mallette, tu sais que ça va être un truc à la con, oh bah c'est les godes, mais oh vu que c'est des lesbiennes, elles vont utiliser les godes. Mais tu peux aimer les trucs loufoques, enfin le cinéma de Guy Ritchie, c'est des trucs loufoques, des films un peu comme on avait pu avoir avec Bullet Train, c'est des trucs très loufoques. Mais c'est ce que je dis en fait, c'est ce que dit Owen, ça devient du mauvais goût en fait. Quand tu répètes ta blague, tu vas toujours la pousser plus loin, et que tout tourne autour de la sexualité, c'est vite ennuyeux quand même. Puis bon, tuer Pedro Pascal au bout de 3 minutes de film, c'est quand même sacrilège. Hein. Bon, après, ça, c'est un peu sa patte à lui de mourir dans tous les films. Ouais, mais. Petit Aussitôt. hommage à Goth, dans la façon dont il meurt. J'avoue. Mais ouais, puis moi en plus, là, quand j'ai vu la course-poursuite de Pedro Pascal avec des plans débulés, je déteste les plans Ah débulés. oui, oh putain, ouais. je me suis dit à quel moment tu vas mettre ta caméra à droite parce que s'il te plaît. En fait, dès le début, il veut te dire, bah non, vous allez voir ce film, c'est juste. Ouais, mais je sais pas, moi c'est un effet de style, enfin tous les effets de style du film, je déteste ça. Après, il y a beaucoup de débulés dans Seven. Il y a un peu des plans débulés quand même. Dans Seven Ouais. Pardon, je- Non. Ouais, mais là c'est très tape à l'œil en fait. Ah oui, non, mais là, c'est tape à l'œil, mais tout le film est tapé tape à l'œil, hein, c'est fait exprès, quoi. C'est. Pourquoi Seven Je sais pas pourquoi, je repense à les courses poursuites et je me rappelle qu'il y avait des plans un peu débulés. Et comme tu aimes pas les plans débulés et que t'adores Seven, je voulais te contrarier. non, non, dans Seven, il y en a un ou deux dans la course-poursuite, effectivement, mais ça s'arrête là. Hein. Je l'ai par cœur en tête, donc je peux pas le test. Bon, moi j'ai pas plus de choses à dire sur Drive Away Dolls, je trouve ça juste effroyablement mauvais et j'ai beaucoup soufflé du nez. Ah, putain, moi j'ai rigolé un peu. Bah c'est tant mieux pour toi. Ah, tant mieux franchement. pour toi, franchement. C'est un ouais. peu beau. il a le sourire relais. Non mais tant mieux pour toi si t'as Non, mais passé un bon moment. C'est un mauvais film, qui se veut être un mauvais film, donc c'est pas grave, tu vois. Mais si t'as passé un bon moment, mec, je suis m'arrête, c'est content pour toi. Moi, je suis pas content pour moi, je suis pas content pour Julien et Jérémy parce qu'on s'est fait chier, putain. Bah, allez voir d'autres Cohen, voilà. Oui, on va en parler des Cohen d'ailleurs dans les chiffres. Juste après. Mais est-ce qu'on clôt le sujet Drive Away Dolls? Oui. Oui. Et du coup, les chiffres de Drive Away Dolls. Alors, budget 8 millions de dollars. Ah ouais, c'est peu. Bah, franchement, vu ce qu'il y a dans le film, heureusement que c'est pas plus, j'ai envie de dire. C'est pas faux. Actuellement, au cumul mondial, il est à 6,6 millions de dollars de recettes, dont 5 millions aux USA. Et pour sa première semaine en France, il a fait 36 478 entrées. C'était le 6e des nouvelles sorties. Le premier des nouvelles sorties de cette semaine étant Godzilla X Kong. Jérémy a beaucoup lutté pour faire passer Godzilla X Kong dans cette émission. Et on lui dit non, le dernier Cohen et tout. De toute façon, on se serait plus marré avec Godzilla X Kong, mais bon. On aurait pu avoir Nous les Leroy aussi. Ouais. Ça, Nous, les Leroy, ouais. c'est regrettable. Mais plutôt que Nous les Leroy, on a décidé de partir sur le dernier film de Ryusuke Hamaguchi, qu'on peut considérer peut-être, je sais pas, on va en parler, comme un des chefs de file du cinéma japonais contemporain. Bref, il revient avec Le mal n'existe pas. Ce film lui a valu le Lion d'argent à la Mostra de Venise, et on va voir ce que ça vaut.
今から組んでくるよ。今までキャンプって言ったら敷居が高かったわけですけど、グランピングだったら都会から気軽に来れます。地下水は下の地域の湧き水になるし。この辺りのことは何でも教えてくれる。Takumi et sa fille Anna vivent dans le village de Mizubiki, près de Tokyo. Comme leurs aînés avant eux, ils mènent une vie modeste en harmonie avec leur environnement. Le projet de construction d'un camping glamour dans le parc naturel voisin, offrant aux citadins une échappatoire, tout confort vers la nature, va mettre en danger l'équilibre écologique du site et affecter profondément la vie de Takumi et des villageois. Quand on a vu l'affiche et le titre, on s'est tous dit « Oh, il va faire un thriller ». Ce qui n'est pas du tout le cas, hein. C'est un drame finalement, c'est un drame. Est-ce que vous vous étiez mis au courant que c'était un drame avant d'entrer dans la salle ou vous avez été surpris ? Non, justement, parce que le film s'appelle Le mal n'existe pas, et ça m'a fait penser à un autre film, et j'essaie de trouver le titre là, est-ce que vous allez peut-être m'aiguiller, c'est un film coréen d'horreur. J'ai rencontré le diable peut-être du coup. Voilà. Putain, j'hésitais. Exactement, et je sais pas pourquoi j'étais parti vraiment sur un truc, ça va être un film très genre quand même dans le hors-champ. Il y a un truc qui est vraiment bien hardcore en fait, je m'attendais vraiment à un film comme ça. Mais et non. du coup j'arrive, et j'étais avec toi en plus. Oui. Et pendant 20 minutes en mode ah ok, le mal va arriver, tu vois. T'attends toujours qu'il y a un truc qui arrive. C'est vrai un que truc vraiment bien hardcore, et j'étais en mode ok, je suis pas prêt là. C'est vrai que en plus j'attends. Le film commence avec le personnage principal qui coupe des troncs d'arbres et qui utilise sa hache et sa tronçonneuse. Et Fred, à un moment, il y a un plan sur la gamine. Fred, il m'a regardé avec terreur en mode il va se passer un truc. Non, mais voilà, j'attendais un truc. Mais non, alors après, je dis ça, mais finalement, le film est quand même assez horrible. Enfin, quand il pense, c'est quand même un peu atroce comme film, mais ça le montre jamais, quoi. Ça. Mais en même temps, le mal n'existe pas dans ce film. Exactement. Mais voilà, moi, j'étais vraiment parti sur un film d'horreur, thriller. J'ai rencontré le diable. Qu'est-ce que tu as à dire, Julien ? Moi, j'y étais allé en sachant de quoi ça allait parler. Enfin, je savais que ça parlait de cette histoire de camping, etc. Et j'ai trouvé ça très beau. J'aime Très beaucoup Hamaguchi. D'accord. Jérém, qu'est-ce qu'on en a pensé ? J'ai bien aimé le côté contemplatif, plus que dans Drive My Car peut-être parce que ça a duré moins longtemps, parce que pour avoir vu Drive My Car au ciné j'étais un peu long, je trouvais ça un peu longuet. Et là sur 1h40, Hamaguchi je peux tenir. Un peu longuet. Moi j'ai adoré parce que c'était mon premier Hamaguchi. J'ai pas vu Drive My Car, j'ai pas vu ses autres films, et vraiment j'aime trop. Vraiment il a une patte hyper Identifiable. et c'est genre mais vraiment incroyable. Je te conseille Asako 1 et 2. Ok, non mais vraiment j'ai adoré, ça me donne trop envie de voir ses autres films. Non, moi j'ai rattrapé Drive My Car la veille et je préfère largement Drive My Car. Je trouve que. Alors, est-ce que c'est peut-être peu de films pour identifier tout le cinéma d'un gars, mais je trouve que les effets de style d'Hamaguchi fonctionnent nettement mieux dans Drive My Car que dans Le mal n'existe pas. Genre, j'ai l'impression que ce gars-là, c'est beaucoup de longues scènes de dialogue qui tergiversent autour d'un sujet précis ou non, mais des scènes de dialogue qui peuvent durer 15 minutes, mais qui sont très agréables à suivre. Après, il faut savoir que Le mal n'existe pas, c'est un film très expérimental. Parce que de base, c'était pas censé. Ce film s'est fait au fur et à mesure. À la base, Hamaguchi, il avait fait des plans pour sa compositrice, la compositrice de Drive My Car, pour un clip, il me semble. Il devait illustrer une musique. Et en fait, à partir de ces fragments-là, il est atterri sur Le mal n'existe pas. Ah, ok. Donc en fait, c'est un film qui s'est créé au fur et à mesure. C'est pas un film qui est en projet avec un scénario défini. Et c'est pour ça que c'est un cinéma. Je trouve c'est pour ça que ça fonctionne très bien. T'as cette entrée, t'as cette captation du réel, en fait. C'est vrai que l'intrigue en tout cas du glamping, c'est comme ça qu'il s'appelle, du camping glamour, elle survient au bout de 20 minutes de film, durant une longue discussion sous forme de réunion, qui est la meilleure scène du film. Et finalement, même cette intrigue-là n'est finalement que peu exploitée, c'est pas vraiment le centre du film. Mais je trouve que c'est pour ça que ça fonctionne bien, c'est qu'à la base on a donc ces plans de forêt, c'est vraiment un générique de 5 minutes où tu vois des arbres. Sans dialogue, sans rien, juste une musique qui berce. En fait, tu vois juste des moments très triviaux, c'est le quotidien. Donc, cueillir le wasabi, couper du bois. Et justement, donc c'est comment, à partir juste un projet expérimental d'illustration de musique, tu as cette histoire de camping qui vient s'insinuer et s'infiltrer dans le film. Et c'est totalement ça, c'est comment l'économie vient... s'insinuer dans le quotidien de personnes. Ouais, le début, tu vois, dans la manière de filmer réel, je repensais pas mal à du Bresson ou à du, ou même le truc montage interdit de Bazin. Tu vois, vraiment, t'es dans le réel, tu laisses le plan tourner, c'est filmer du réel et c'est pas chiant. Parce que des fois, les trucs comme ça peut vite être chiant. Et sauf que là, non.
Et c'est pour ça qu'en termes de mise en scène, tu commences par des plans, tu commences par du travelling ou des plans fixes où c'est les personnages qui vont se déplacer dans le cadre. Et ensuite, quand tu arrives dans cette réunion, donc le moment où donc tu as les 2 personnes de la ville qui viennent s'infiltrer dans ce monde rural, là on passe vraiment sur du champ contre champ, champ contre champ. Et en fait, là où ça va totalement changer, c'est que là, quand eux ils arrivent dans la ville et qu'on passe dans leur réunion, là on est sur des champs contre champs super rapides, c'est-à-dire qu'on passe sur la visio, sur lui, sur là, et en fait t'as vraiment ce changement de monde qui est illustré comme ça. De toute façon, les 20 premières minutes, c'est vraiment fait en sorte que tu t'habitues à cette routine, quoi. Que tu deviens un peu un de ces villageois qui habitent là-bas, quoi. Enfin, que tu comprennes un peu l'organisation de ce monde. Et du coup, comme tu dis, ouais, voilà, ensuite voir le montage de la vie. Mais même toi, en tant que spectateur, en fait, tu es mis comme un participant au glamping, puisque toi, tu es dans ta salle de cinéma et on t'invite à découvrir un univers totalement rural, paradisiaque. Donc en fait, tu es un peu ce fameux client qui est cherché par les entrepreneurs du film. Mais tu disais tout à l'heure que les enjeux du glamping, justement, ils venaient un peu mettre le bazar dans cet environnement-là. Et c'est vrai que le film expose assez bien les problématiques que représente un tel projet, parce que tu as cette longue scène de discussion du coup entre les gens qui viennent présenter le projet, qui sont pas les instigateurs, c'est juste des représentants de l'entreprise, et les villageois. Et il y a vraiment ce dialogue-là qui est tout en calme et tout en douceur, et ils sont pas... Alors il y en a un qui est très énervé, mais tous les autres, ils expliquent vraiment très calmement et de manière très claire et concise les enjeux que ça engendre. Et toi, en tant que spectateur très parisien, et c'est vrai que, pour le coup, je pense que Hamaguchi, c'est vraiment, par rapport à Drive My Car, c'est un gars qui s'adresse beaucoup à un public urbain. Et justement, venir intégrer ces problématiques très rurales à un public urbain, c'est judicieux. Tu t'en viens toi-même à vouloir vivre cette vie, enfin un peu comme le personnage, j'ai oublié, de Takahashi, celui qui est à la limite de dire c'est moi qui vais prendre le rôle du gardiennage, qui vais faire le rôle du gardien. C'est le représentant qui en fait kiffe trop finalement le monde c'est ça rural. La vie qui kiffe trop la vie, et qui ça fait un peu penser à toutes les personnes qui vivent dans des communes dans des communes, grandes communes, qui veulent partir à la campagne, etc. Enfin, et oui, et là je fais un petit pas en arrière. C'est vrai que tu prends un film comme Asako 1 2, ça se passe totalement sur Tokyo. Tout le film se passe sur Tokyo, et donc là, tu as vraiment ce choc entre là, le monde urbain et le monde rural, et c'est très intéressant de voir ça dans son cinéma. Et oui, et c'est ça qui est super intéressant aussi dans cette grande scène de dialogue, et c'est là où ça fait écho au titre, le mal n'existe pas, puisqu'en fait, tout le monde veut faire globalement le bien. Alors, à l'excepter on va dire du patron de l'entreprise, mais qu'on aperçoit très peu, qui est vraiment dans cette histoire de rentabilité, que ce soit l'ensemble des villageois, ils sont pas spécialement hostiles au projet, ils se disent pourquoi pas, mais il faut que ce soit respectueux donc de l'environnement, des cadres sanitaires, de toutes ces problématiques-là, et même ces 2 représentants qui au début viennent en sachant que leur projet est chaotique, et ils viennent juste parce qu'ils ont besoin de récupérer des aides post-Covid, et ils vont vouloir essayer de découvrir la manière dont vivent les habitants, d'où en fait ce titre, le mal n'existe pas. Et c'est ça qui est très intéressant avec le personnage dont parlait Jérémy, c'est que c'est le mec urbain qui en a marre de sa vie à 100 à l'heure, de bureau, etc., qui découvre la campagne, qui découvre en fait une sorte de nouvel Éden, et qui se met à s'extasier quand il peut couper du bois. Oui. Et en fait, il se rend pas compte à quel point c'est super insultant. C'est-à-dire que le mec bosse, donc il se casse la tête depuis ce matin à faire son travail, et lui, en fait, voit ça comme un jeu de couper du bois. Mais je me suis quand même fait la réflexion. Je me suis dit, bon, là, ça fait 5 ans que je vis à Paris, je commence à sentir une petite lassitude, je vais revoir ce film dans 5 ans, et ce film va me donner l'impulsion de me barrer. Et donc par rapport, j'ai remarqué quelque chose par rapport au monde de la ruralité qui est confronté au monde urbain. L'urbain est très représenté par l'écran, parce que le seul moment où tu vois le patron de l'entreprise, c'est quand il est en visio. Il y a beaucoup d'écrans. Tu n'as pas d'écran quand tu es avec les personnages qui sont issus de la campagne, mais quand des personnages qui sont issus de la ville, t'as tout le temps des écrans. Et c'est très con, hein. C'est vraiment c'est très fait par parcimonie, parce que comment ils présentent leur projet via un vidéoprojecteur, donc écran, la visio, le portable qu'il a dans la voiture, et puis même je crois que il a pris, je sais pas s'il a fait exprès, mais il a pris exprès un modèle de bagnole où le rétro c'est pas vraiment un miroir, c'est un écran. J'allais dire la même chose, voilà. J'étais en mode, mais je me suis demandé si c'était pas une incrustation juste pour cacher la caméra. Peut-être, mais en tout cas, du coup, mais ça se fait des bagnoles où le rétro c'est pas un miroir mais un écran. D'accord, mais par contre j'ai beaucoup aimé aussi le dialogue dans la voiture qui faisait très Drive My Car du coup, sur des problématiques de couple
qui sont toutes mignonnes. Et oui, et ce que je veux dire, notamment, ça passe par un écran, c'est-à-dire qu'il reçoit une notification sur son téléphone, donc un match, alors je crois que c'est pas Tinder, mais une application de rencontre. C'est à partir de là où ça déclenche toute une conversation en fait, sur leur passé, leur vécu. Et c'est ça qui est très fort avec Hamaguchi, c'est comment une petite chose, donc juste une notification, arrive à faire décrire toute l'intériorité de ces personnages. Voilà. Qu'est-ce que ça t'inspire, Fred, un peu ? Vous en avez parlé un peu au début, mais du coup, ouais, effectivement, tu as le contraste entre le côté rural et urbain. Et de ce que je me rappelle, c'est que tous les plans en ville, c'est que des plans fixes, ouais. C'est ça, non ? Je crois pas qu'il y ait un moment un seul plan en mouvement. Et effectivement, tout l'autre côté, donc dans la forêt, c'est vraiment que des travelling, des dingueries, quoi. Ça se balade partout. Donc c'était assez agréable. Je veux vivre là-bas. Mais on analyse. Mais moi, en vrai, quand je suis ressorti du film, j'étais un petit peu déçu quand même. Ah. Pourquoi, par rapport à la fin ou... Alors ouais, la fin déjà, mais ça c'est pas vraiment la question. Non, c'est plutôt dans l'intention même globale du film, c'est-à-dire que je suis sorti de Drive My Car un peu fatigué par les 3 heures, mais j'ai quand même pas mal aimé Drive My Car. En fait, il y avait des choses qui me faisaient dire « Ah, c'est pas parfait », mais il y avait des éclats de génie quand même là-dedans. Mais le reproche que j'ai à faire peut-être à Drive My Car, c'est que c'est trop écrit comme film. C'est trop... ça prend peut-être un peu trop son public pour des intellects, en mode ça te sort des références à H24 sur de la littérature russe, limite bobo quoi. C'est genre le personnage principal, sa femme, elle écrit ses scénarios en faisant l'amour quoi. Genre tu sais, ces scénarios de pièces de théâtre surviennent quand elle fait l'amour et le climax lui vient toujours au moment de la jouissance. C'est bien. C'est un peu grotesque. Ce que je trouve du coup à Drive My Car, c'est que c'est trop écrit. Et c'est peut-être pas assez écrit justement. Dans le mal n'existe pas. En fait, c'est pas écrit. Julien le dit, c'est un film d'expérimentation. Tu vois, il a voulu expérimenter. J'ai l'impression que plus, on m'avait dit que c'était vraiment un film qui avait été fait un peu, comme tu disais, c'était une commande de base de pub, c'est ça. De clip, il me semble. Et tu vois, je pense qu'il en a profité pour faire un film un peu expérimental, mais c'est pas un gros film comme Drive My Car où là, il a vraiment mis du temps dessus, quoi. C'est ça. Bah justement, avec cet éclairage-là, ça explique l'intention. C'est ça. Et je la comprends, mais. Voilà, moi quand j'ai commencé le film et que j'ai vu ces 20 minutes quasiment silencieuses... Moi j'ai adoré, ça fait du bien en fait. T'arrives dans une salle et t'as vu Drive My Car, c'est que de la parole, et puis là t'as un moment très silencieux, c'est agréable en vrai de passer de l'un à l'autre en vrai. Finalement. Ouais, mais c'est tu l'avais vu la veille, je crois, Drive My Car. Juste la veille, tu vois. Et c'est super bien. Tu regardes un film hyper parlant, et tu vas voir un film au cinéma et c'est hyper silencieux. Moi je pense que c'est intéressant. D'ailleurs, pendant notre séance, je me souviens qu'il y avait une personne à notre droite qui a fait... et sa personne à gauche fait... Toi tu m'as regardé, tu fais... Ah j'étais, ouais, j'avais... Et moi j'ai fait... Moi j'ai 2 personnes qui se sont barrées de la salle. Ah quand même. Ouais. Non mais c'est cool, c'est cool de voir des films un peu silencieux, des fois on a besoin. Mais la fin, parce que attention, spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu, le mal n'existe pas. Si vous êtes à 5 minutes d'entrer dans votre séance, vous écoutez des CP juste avant, mettez en pause. Non, la fin, elle a été sujette à, elle est sujette à plein d'interprétations possibles. Ça, moi j'ai pas voulu me casser, j'étais fatigué, j'ai pas. Parce qu'en plus elle est très brutale, c'est-à-dire que t'es dans le film et d'un coup d'un seul, ça arrive et c'est terminé. Et ça devient très surréaliste, très. Mais il y en a beaucoup qui disent que c'est la fameuse bascule dans le thriller, mais. Vous en pensez quoi de la fin ? Ça vous évoque quoi ? Alors pour moi, elle entame une sorte d'arc narratif de finale qui, pour pas trop spoiler, concerne la petite gamine. Et en fait, moi, la gamine, je l'aimais pas du tout. Genre, il n'y a pas les gamins dans les films. Ah non, mais genre, je veux dire, la gamine, les seules fois où tu la vois interagir, c'est elle tape dans le dos de son père, elle fait « Tu es nul ! Tu es nul !» Et t'es là en mode « Mais petite conne, arrête quoi !» Du coup, quand il est question de cette gamine-là, et surtout c'est odieux. Mais du coup, j'étais en mode, bah ouais, mais en fait, gamine, le film m'a pas aidé à l'apprécier, tu vois, donc quelque part... Non mais là, moi, je pense plus à la symbolique du cerf, parce qu'ils en parlent beaucoup avec le père pendant tout le film. Ah, oui. Les cerfs, ils vont partir, les cerfs, nanana... Moi, je sais pas, j'ai du mal avec le symbolique, je sais pas trop en penser à chaque fois. Moi, c'est le destin du personnage dont on parle depuis tout à l'heure, là, du coup, qui est un peu le personnage principal, ce représentant urbain qui veut venir rural. Bah, j'ai l'impression qu'il. Bah, du coup, on peut dire, on spoil. Son destin me c'est qu'un peu chagrine. parce qu'à un moment, j'ai l'impression que donc, le personnage principal, c'est qui ? Comment il s'appelle déjà ? Takumi. Caca. Il le rejette un peu, en fait. Il comprend que le mec, il est un peu dans une idylle de la campagne. Dans Regarde, je coupe du bois, c'est trop marrant, j'ai envie de vivre là. Et le fait, ce qu'il fait avec ce mec, c'est un peu genre ferme ta gueule. C'est vrai qu'en plus, il y a ce moment-là où du coup le représentant rural vient voir Takumi, lui dit ça te dirait de faire gardien ? Et lui il répond mais t'as l'impression que je glande ? Ouais, tu vois, il y a un peu cette haine en fait qui existe quand même entre la ruralité et l'urbanité, et c'est juste dans l'action qu'il y a à faire, c'est ça. Alors mais je pense que pour interpréter, je pense que tu peux l'interpréter de plein de façons. Mais justement, t'as toute cette idée du cerf. À un moment, on lui demande est-ce que ils veulent construire justement
Donc le camping, il dit faudra faire attention si vous vous mettez au milieu, c'est là où passent les cerfs, donc il faudra mettre une clôture, etc. Donc déjà toute cette idée de clôturer les cerfs, donc vraiment de museler la campagne, de museler cet endroit rural, et notamment t'as justement la fille qui demande mais est-ce que les cerfs attaquent ? Et Takumi répond que non, ils attaquent que si on les attaque en premier. Et ce qui est intéressant, c'est que le moment où tu arrives à la fin, donc tu as cette confrontation entre le cerf et sa fille. Et donc en fait, le cerf, on ne sait pas ce qui se passe, parce que ça va être cuté. Tu as un plan où tu penses que le cerf va attaquer la fille, donc le représentant veut y aller pour la défendre. C'est le moment où Takumi le prend et c'est une tentative d'assassinat. Mais en fait, tu pourrais l'interpréter, c'est-à-dire qu'en fait, le cerf, ça représente cette ruralité, ça représente cette réalité. Pourquoi le cerf attaque ? Il attaque en représailles et du coup, le cerf, c'est Takumi et la petite fille, ça devient le représentant. Voilà. Et après, tu peux l'interpréter de plein des façons, parce que est-ce que ce plan, il est en direct, est-ce que c'est le cerf qui attaque la petite fille et du coup ensuite il attaque le représentant, il s'en va avec sa petite fille, ou est-ce que sa petite fille, en fait, elle avait déjà été attaquée par le cerf avant ? C'est très dur de comprendre parce que tu vois le cerf qui saigne, donc on aurait tiré dessus par un chasseur. T'as le motif du sang qui revient avec la collègue justement qui s'est coupée sur une rose. Donc tu peux l'interpréter de bien des façons. D'autant le mec se relève à la fin. Oui, il est même pas mort. Donc c'est plus, on pourrait voir ça comme une sorte d'opposition de, en fait, la réconciliation n'est pas possible. Ouais. Parce que le mal n'existe pas, c'est-à-dire qu'il le fait pour se protéger de lui-même. Wow. Cette agression. T'es trop fort. Non mais du coup tout ça me fait poser une question par rapport à Hamaguchi. Est-ce qu'il y a d'autres réalisateurs japonais contemporains qui font autant parler d'eux, en tout cas côté festival? Celui qui avait fait Onoda. Après c'est une production française. C'est une production française, c'est Arthur Harari qui... C'est français. Non mais tu as... vous allez peut-être m'aider sur le nom, celui qui avait fait... Koreeda, pardon. Ah, c'est bien ça. Oui, je vois. Qui a sorti un film très récemment, mais qui n'a pas fait énormément de bruit d'ailleurs. Attends, mais Koreeda, c'est pas coréen ça? Il me semble que c'est japonais. Koreeda, il est japonais, il me semble. Si Hirokazu Koreeda. Ah oui, non, vous avez raison, excusez-moi. Il a fait une affaire de famille. Qui a eu la Palme d'Or, je crois, non? C'est ça. Ah, l'innocence. Le dernier. J'étais persuadé qu'une affaire de famille c'était coréen. Pourtant, je l'ai vu le film. Hein. Et ben non, c'était japonais. Voilà. Donc oui, il y a lui, et donc tu as Hamaguchi depuis quelques temps. Mais c'est vrai que j'ai pas là vraiment contemporain de réalisateurs japonais qui me reviennent à l'esprit. Ceci dit, je vois Koreeda, il a 61 ans, alors que Hamaguchi, lui, il est dans sa quarantaine, par exemple. Donc là, on a vraiment un réalisateur japonais qui est amené à avoir une carrière encore longue. Mais justement, là, le cinéma japonais, nous, on le connaît beaucoup via Takeshi Kitano, via Battle Royale, mais ça, c'est des anciens réalisateurs ou qui sont morts déjà, tu vois. Et justement, ces réalisateurs-là, nouveaux, qui exportent le cinéma japonais autre que l'animation japonaise, qui est quand même un circuit à part, il n'y en a pas beaucoup, et j'ai l'impression qu'Hamaguchi, c'est quand même le porte-étendard, on va dire, à l'international. Je sais pas ce qu'il en est du cinéma japonais intramuros. En tout cas, je suis hyper curieux, j'ai trop envie de voir Drive My Car, tous ces autres films, vraiment. Mais regarde-le. Moi, je suis content d'avoir commencé par ce film, en vrai, moi j'ai kiffé, vraiment. Je suis très curieux de voir. Et du coup, les autres films, c'est beaucoup de la parole, c'est ça? Tous les autres films, c'est vraiment porté sur le dialogue. Asako, je sais que j'avais vu Asako, c'est beaucoup de dialogue, mais Asako, c'est super intéressant parce qu'il questionne, c'est la question du double en fait. C'est-à-dire que Asako, donc c'est la fille du film. Ouais. Alors, je suis désolé, mais je retiens pas tous les noms japonais. Donc en gros, elle est amoureuse d'une personne. Et le début d'Asako, c'est une histoire d'amour, mais ça dure 15 minutes en fait. Et en fait, cette personne part, elle le revoit plus jamais. Et donc, tu as une ellipse de genre quelques années. Et elle rencontre par hasard une personne il le ressemble trait pour trait, sauf que c'est pas la même personne. Sauf qu'au bout d'un moment, cette premier amour qu'on découvre au début du film revient et en fait elle est confrontée à deux doubles. C'est Vertigo en fait. Ou dans l'idée du double, oui, sauf que Vertigo c'est une même personne. Ouais. Là t'as vraiment deux personnes différentes qui se ressemblent. Ok, intéressant. Est-ce qu'on clôt le débat sur le mal n'existe pas? Allez le voir pour l'expérimentation, mais toi tu penses que Drive My Car est vraiment plus... c'est pas le plus accessible non plus parce que ça dure 3 heures, tu vois. Donc, pas grave. À la limite, je dirais presque, enfin, je les ai pas vus du coup, mais Asako, ça peut peut-être être. Asako, il me semble que c'est 2 heures. Ouais. Mais en tout cas, Hamaguchi, je pense que à l'avenir, ce sera un réalisateur à suivre qui sera très intéressant. Après, il y a Sense. Je sais pas si Sense ou Sensei, je sais pas comment on le prononce, mais il dure, ça a été coupé, donc on en parlait avec Jérémy juste avant, ça a été coupé en plusieurs parties. Ça a été coupé en 5 parties parce que les 5 sens, mais ouais. Oui, et surtout parce que ça dure plus de 300 minutes tout cumulé. Est-ce que le mal se trouve dans les chiffres, en tout cas, Jérém? Ça dépend si vous avez apprécié le film ou pas, parce que le budget je l'ai pas trouvé encore une fois, parce que les films étrangers, c'est genre japonais, etc. C'est un peu compliqué de trouver les budgets. En tout cas, au cumul mondial actuellement, il est à 456 437 $ de recettes exactement. Et pour le premier jour en France, qui était donc le 10 avril,
Il a fait 11 333 entrées. C'était le 7ème des sorties du jour, derrière entre autres le SOS Fantôme, Nous les Leroy, La Malédiction de l'Origine, ou encore même la ressortie des choristes. Dur. C'est bien les choristes, hein, mais bon, Hamaguchi c'est mieux. Finito sur les chiffres de Hamaguchi. Enfin, sur le chiffre du mal n'existe pas, oui. Ok, et ben écoutez, la première partie de DCP est terminée, on passe à la deuxième partie. On enchaîne avec les chiffres. On va revenir sur les frères Cohen. Et Jérémy va donc nous parler des chiffres des Cohen. Et oui, puisque à la vue des films qu'on a traités, je me suis dit que j'allais me pencher sur les chiffres d'un duo de réalisateurs dont j'ai vu des films, mais dont la carrière en globalité m'intéresse pas tant que ça. C'est pourquoi je vous propose un petit retour en chiffres sur la carrière cinématographique des frères Cohen. Donc tous les films vont être pris en compte, même ceux réalisés du coup en solo par chacun des frères, même s'il y en a que 2 techniquement. Donc les frères Cohen, c'est 40 ans de carrière depuis leur premier film 100% ou Blood Simple en VO sorti en 84. C'est 20 films à leur actif, 18 ensemble et un chacun en solo, comme je l'ai dit. Donc The Tragedy of Macbeth pour Joel et Drive Away Dolls dont on vient de parler pour Ethan. Si vous voulez vous faire un marathon des films de Joel et Ethan Cohen, il va vous falloir 2143 minutes, soit 35h43, soit une journée et demie, une bonne journée et demie quoi. Le film le plus court de leur filmographie, c'est Drive Away Dolls qui dure sa petite heure 24. Et le film le plus long, c'est La Balade de Buster Scruggs avec ses 2h13. Et en moyenne, un film des frères Cohen, c'est 1h47. 4, c'est le nombre de fois où les frères Cohen ont sorti au moins un film par an à la suite. Donc en 90-91 avec Miller's Crossing et Barton Things, en 2000 et 2001 avec O Brother et The Barber, en 2003 et 2004 avec Intolérable Cruauté et Lady Killers, et enfin le combo entre 2007 et 2010 avec No Country for All Men, Burn After Reading, A Serious Man et True Grit. Ça bossait, ça charbonnait dur. Ensuite, si on prend les notes IMDb, leurs films, au pluriel, les mieux notés, ce sont Fargo, The Big Lebowski et No Country for All Men avec une moyenne de 8,1 sur 10. Et le film le moins bien noté, c'est Drive Away Dolls avec ses 5,6 sur 10. Et en moyenne, les frères Cohen, c'est 7,25 sur 10 sur leur film sur IMDb. Quel budget alloue-t-on à ce duo ? Leur plus petit budget, comme souvent, c'est pour leur premier film, 1,5 million de dollars. Et le plus gros budget qu'ils ont eu, c'était 60 millions de dollars pour Intolérable Cruauté. Et en moyenne, un film des frères Cohen, c'est à peu près 21 millions de budget, ce qui est pas énorme. Ce qui est modeste en soi. Ce qui est très modeste quand même. Parlons box-office maintenant. Joel et Ethan n'ont atteint qu'une seule fois les 100 millions de dollars de recettes aux USA, c'était pour True Grit ayant récolté 171 millions. Et niveau mondial, c'est également True Grit qui a engrangé le plus de recettes avec plus de 252 millions de dollars. Ils ont atteint les 100 millions de dollars de recettes mondiales sur 4 de leurs films, soit même pas un quart de leur filmographie, et l'ensemble de leurs recettes mondiales s'élève à près de 1,1 milliard de dollars de recettes, avec en moyenne 64 millions de dollars de recettes mondiales. Et puisqu'en France on n'aime pas faire comme tout le monde, c'est pas True Grit qui a fait le plus d'entrées, mais bien O Brother avec 1 499 393 entrées, et à contrario, le film qui a fait le moins d'entrées en France, c'est Miller's Crossing avec 141 518 entrées. 5 de leurs films ont dépassé le million d'entrées en France, et au total, c'est 13 millions d'entrées en France, les films Cohen, avec une moyenne de 712 000 entrées. On va passer à nos chiffres. Mais c'est marrant parce qu'on a l'impression quand même que les frères Cohen, c'est des films giga cultes, et que tout le monde a vu, genre Fargo. Mais finalement, quand tu regardes les chiffres et les stats, et même quand on va voir nos chiffres à nous, alors, il manque quand même beaucoup de Cohen. Pas du tout vu, moi, pas beaucoup. Alors passons sur nos chiffres de la filmographie des frères Cohen. Donc au nombre de films vus des frères Cohen, je suis le plus haut avec 7 films. Fred est juste derrière à 6. Owen juste derrière Fred à 5. Et Julien ne s'intéresse pas du tout à leur filmographie puisqu'il n'est qu'à 2. Oui, je suis mauvais élève. T'as vu Drive Away et Fargo. Mais même Fargo, j'avais pas grandement apprécié. Donc Fargo, il m'a fallu du temps pour l'apprécier. Et même encore aujourd'hui, je me considère pas comme un gars qui aime particulièrement Fargo. Du coup, si tu veux, j'ai pas des très bonnes expériences avec les Cohen. Donc et de même, c'est pas un cinéma qui m'intéresse énormément. Alors il y aurait bien The Big Lebowski et No Country for All Men qu'il faudrait que je regarde. Mais je déteste The Big Lebowski. Je me suis fait chier. Alors voilà, vous êtes la troisième. 2-3 personnes qui disent qu'ils aiment pas The Big Lebowski, donc ça me donne pas envie de le voir. Je comprends pas du tout. Ensuite, 2 films du duo ont été vus par tous, les 2 qu'a vu Julien, Drive Away Dolls bien sûr parce qu'on vient d'en parler, et Fargo. Et à contrario, 12 films ont été vus par personne des frères Cohen, dont notamment Arizona Junior, Barton Things, O Brother ou encore Inside Llewyn Davis. Celui-là a l'air trop bien. J'ai pas l'impression que c'est un film de Cohen. Quand j'ai vu ce film, j'avais pas l'impression que c'était un film des frères Cohen. Mais c'est Barton Fink, par contre, moi je m'en veux toujours, j'ai toujours pas vu. À savoir que je suis le seul à avoir vu un film des frères Cohen que personne d'autre n'a vu, Ave César, les couilles. dont j'ai pas de souvenir, donc comme quoi. Pas les couilles. Voilà. Et pareil, un seul film n'a pas été vu que par une seule personne autour de la table. Sans surprise, c'est Julien qui est le seul à ne pas avoir vu No Country for All Men.
qui est mon préféré. Que tu devrais adorer. Pour le C'est coup. vraiment, lui par Moi- contre, c'est rien à dire. Moi, je l'ai vu récemment et j'ai été vraiment marqué par les courses-poursuites, comment c'est super bien monté, comment t'es pris dedans, mais c'est incroyable. Et l'absence de musique. Ouais, mais c'est génial. Ça, ce film, vraiment, voilà. Voilà, c'était les chiffres globaux et nos chiffres sur la carrière des frères Cohen. Non, mais voilà, No Country for All Men, vraiment, course-poursuite, mais c'est incroyable. Quand t'es pris dedans, C'est oufissime. le mec, en fait, il essaie toujours d'avoir une avance sur l'autre mec qui le poursuit, et t'es en mode, mais c'est incroyable, j'ai adoré. Voilà. Trop bien. Eh bien, messieurs, je vais retenter de vous faire deviner l'histoire d'un artiste. Joey Pesci. Attends, il a dit Joël Pesci là Joey. C'est Joe Pesci, mais bon. Ah, c'est pas Joey? Non, c'est Joe Pesci. C'est vraiment Joe Pesci. Non, je déconne. Dommage. Putain. Ça aurait été marrant. Ça aurait été marrant, mais non. Cette fois-ci, donc, encore un acteur, mais avec un parcours un peu Pas plus... une actrice. Misogyne Que encore des une hommes, fois. quoi. Non, mais parce que celui-là, il a un parcours un peu atypique. Je Oh. savais qu'il avait un parcours atypique, alors je me suis dit, Ok. celui-là, ils l'auront pas. C'est l'histoire d'un garçon qui est né à Chicago. Sa mère est actrice de radio et son père directeur publicitaire. Avec son frère Terrence, ils grandissent dans une famille de classe moyenne, catholique et démocrate. C'était un élève moyen qui ne faisait pas beaucoup d'efforts et qui était très souvent absent en cours, et il y tente quelques prestations publiques en étant la voix de la radio à son collège. Sous la pression de ses parents, il étudie la littérature, l'anglais et la philosophie, mais en 3e année, il décide de prendre des cours d'art dramatique en pensant pouvoir gratter quelques bonnes notes. Sauf qu'en fait, il s'est tellement pas pointé au cours qu'il ne sera pas diplômé. C'est pendant ces cours d'art dramatique justement qu'il se dit tiens, je vais faire acteur. Donc il décide d'envoyer chez le monde et comme toutes les personnes qui veulent devenir acteur, il part. Los Angeles. Yeah. Une fois sur place, ça ne fonctionne pas des masses. À cette même période, il est victime d'un accident de voiture qui manque de le tuer mais qui lui laisse une petite cicatrice au menton. Allez. Je l'ai. Durant cette période, il signe un contrat avec Columbia Pictures qui lui donne des petits rôles pour lesquels il n'est même pas crédité, contrat qui sera plus tard rompu sous prétexte qu'il n'a pas assez de charisme. Ça Ouais, marche toujours pas, et un jour il fait des travaux sur sa maison et se dit bon, si je devenais charpentier. Je crois qu'on l'a tous. Et Ah, merde. je crois que je l'ai pas en fait. Ouais. si, moi je l'ai. Et voilà, Sûr. notre star renonce à devenir un acteur et devient menuisier pour quelques studios. À cette période, il fait même la rencontre de Jacques Demy et d'Agnès Varda. Ah bah c'est pas du tout lui. Pour l'anecdote, Demy voulait lui confier le premier rôle dans son film Model Shop, son premier film tourné aux States. Mais les producteurs étaient pas chauds, du coup ils ont engagé quelqu'un d'autre à son insu. Des décennies plus tard d'ailleurs, Varda le fera apparaître dans le documentaire Les plages d'Agnès. Ouais, Julien et Jérém l'ont Moi, défendu. je veux savoir à qui prête penser Ah non, parce mais que moi je suis totalement au cinéma content. Enfin, Vas-y, tu pensais à qui? Pas t'as des cicatrices là, j'ai pensé à Miles Taylor. Ah Non. non, pas rien du tout. Pas du tout, genre. Je l'ai pas là. Notre star devient pote avec pas mal de gens du cinéma, et parmi toutes ces personnes, il se retrouve à faire les travaux dans la baraque d'un jeune réalisateur encore peu connu, Qui est un certain George Lucas. Et Voilà. oui. Lucas lui propose alors un rôle dans American Graffiti et ça relance sa flamme d'acteur. À la fin du tournage, notre star décide de poursuivre sa carrière de charpentier tout en faisant quelques petits rôles. Je sais pas, moi, Bruce Willis. Non. Harrison Ford. Et voilà, Harrison c'était Ford. Harrison Ford. Mais j'ai pas fini. Ah Parce qu'il reste pote avec Lucas, si bien que Lucas fait appel à lui durant des castings pour donner la réplique aux acteurs pour le rôle d'un certain Han Solo. Voilà, Harrison Ford. Voilà, bien joué. Ouais, c'est trop chaud. Et finalement, Lucas se rend compte que le plus apte à incarner ce rôle, c'est son pote charpentier. Alors c'est ainsi qu'à 30 ans, Harrison Ford touche enfin la célébrité avec son rôle de Han Solo dans Star Wars. C'était Harrison Ford. Vous l'avez eu tôt, bande de bâtards. Non mais moi ça a la cicatrice, hein, je l'ai eu. Mais c'est Il y a marrant. plein d'acteurs avec des cicatrices. Ouais, il y en a. Hein. Et tu sais pourquoi? Parce que dans Indiana Jones 3, il en fait quelque chose de... J'y pensais, c'est super bien, c'est très intelligent ce qui est fait dans Indiana Jones 3 justement. Je me souviens plus. Je te parce laisse, que- je laisse Jérémy raconter. Parce que la scène d'intro d'Indiana Jones 3, donc c'est une scène où Indiana Jones il est jeune, Oui. et donc pour qu'il ait sa cicatrice, il intègre ça dans la scène d'introduction. Steven Spielberg intègre ça dans Oui, d'accord. le fait qu'il reçoit un coup de fouet sous la lèvre en fait, pour qu'après ça matche avec Harrison Ford. D'ailleurs, c'est River Phoenix qui joue le jeune Harrison Ford. Oui. Mais c'est vrai que j'avais jamais. Mais elle est connue l'histoire de la c'est cicatrice. quand tu m'as dit charpentier, j'étais sûr. Ouais. C'est connu. Ah ouais. Ouais. Mais je trouve ça comme histoire vraiment incroyable. C'est-à-dire il avait renoncé à sa carrière d'acteur pour faire charpentier et que la voix du charpentier l'a remis sur la voix C'est de comme tu vois, l'acting. peut-être des scénaristes qui ont renoncé à leur voix en devenant croque-mort et qui vont redevenir scénaristes à 35 ans, genre, tu vois. Inch'Allah. Mais je sais pas, faudrait peut-être que j'aille faire ça à Los Angeles. Faut que tu partes comme ça. Imagine, je vais à Los Angeles. Ça, c'était à l'époque. C'était genre, l'époque, c'était comme ça. Maintenant, aujourd'hui, c'est moins. Ah, je sais tu vois. pas.
J'ai l'impression que tu peux moins rentrer dans les trucs comme ça, genre en allant au Vas-y, culot. je vais faire croque-mort à Los Angeles, mec. Ouais. Comme ça, dès qu'il y a quelqu'un qui meurt, tu rencontres tout le Tu monde. rencontres des célébrités, tu parles, ils sont en mode oh je connais un croque-mort, il peut jouer dans ce film ou des croque-morts. Il a du charisme. Et il écrit des scénarios et tout. Bon, j'espère que ça vous a plu, cette petite histoire de Harrison Ford. Ouais. Je tenterai d'évoluer un peu vers d'autres histoires, vers d'autres rubriques, tout en vous faisant jouer. Ainsi se concluent les jeux, et on passe à la carte Joker. Qui est mienne. Oui, je trouve ça grave mignon. On est en train d'enregistrer un samedi, je rappelle, et on a les petits oiseaux qui font cui. Et on a un très beau soleil derrière nous, le ciel est bleu, les arbres sont verts, c'est le printemps. Et après on va aller boire un spritz. Ouais, on va manger après, c'est fort. Ah oui, ok. Mais avant, Le Joker. J'ai bien aimé le fait que Fred nous fasse un petit peu, nous pousse à aller voir des films en fait avec son Joker. Je trouve que c'est une très bonne initiative de nous inciter à voir des films, même si on le fait déjà pas mal pour les critiques. Et justement, je pense qu'il nous arrive tous de détester viscéralement un film et d'y réfléchir un petit peu après, mais ça peut être quelques heures après, des semaines, des mois, des années, et de remettre un peu en question son impression initiale. Est-ce que ça vous est arrivé, voilà, de voir des films, d'y réfléchir des années après et vous dire est-ce que c'était vraiment si nul que ça? Est-ce que ça vaudrait pas le coup que je le remate? Ouais. Alors Non, ça m'est déjà arrivé Ouais. pour plusieurs films, alors que j'ai toujours pas revu. Hein. Bah justement, D'où le point que tu veux en venir, je pense. sans doute. Il y a beaucoup de films où je me dis, faut que je le reconsidère. Faudrait peut-être que je le revoie pour le reconsidérer parce que je les ai vus. Soit dans un mood où je devais pas voir le film, soit j'étais trop borné à l'époque parce que parfois quand tu regardes un film et que t'as ton avis bien tranché et que tu veux pas encore le faire évoluer, bah Voilà. il bouge pas. Et donc du coup, et le premier film qui me vient à l'esprit en pensant à ça, c'est Mother d'Aronofsky. Ah oui. Parce que je sais que Fred, tu adores ce Ah, j'ai film. trop aimé Mother. Et que moi, je le déteste, mais viscéralement. Pourquoi tu l'aimes pas? Je sais pas, enfin, quand je l'ai vu sur le moment, le film, je me suis dit, putain, tu veux dire trop de trucs. À la fois c'est évident, mais à la fois c'est super mal branlé. Après Aronofsky, tous ses films, c'est genre hyper, il jette tout à la gueule, quoi. Enfin, tu vois, il passe pas par des petits subterfuges. Et donc Mother, c'est ça. vraiment son film où vraiment le mec il utilise des symboliques, mais c'est hyper évident. C'est ça. Donc du coup, pour moi, il y avait un tout. Et Mother, ça fait partie de ces films que j'ai envie de revoir pour le reconsidérer. Mais je pense aussi à Fight Club, que j'estime qu'on m'a trop survendu et que potentiellement je l'ai pas apprécié à sa juste valeur aussi. Après Fight Club, c'est hyper content. Enfin, il y a autant de gens qui détestent Fight Club que de gens qui adorent Fight Club là pour le coup. C'est ça. Que Mother, bah après peut-être t'as pas aimé parce qu'Aronofsky quoi. Mais est-ce que t'as aimé d'autres films de lui? J'aime bien Requiem for a Dream. Tu vois? Mais non, moi Mother, après c'est un film coup de poing quoi. Et effectivement c'est évident. C'est un film genre. Ah non, mais c'est évident. Et j'adore Black Swan. Non, mais revois-le plus, en disant bah, c'est évident et let's go quoi. Alors moi, attendez, je moi regarde. j'en ai un par exemple, mais ça c'est des expériences débiles de mon lycée. Je louais des DVD à la médiathèque de chez moi. Et du coup, je voulais voir M le Maudit. Et j'ai loué un DVD de M le Maudit, en pensant que c'était le M le Maudit de Fritz Lang. Et en fait, je suis con, je suis tombé sur la version, le remake américain des années 50. Et rien que le fait de me dire « Ah putain, enculé, c'est un film américain !» En fait, j'étais énervé. Et du coup, j'ai pas du tout aimé le film, quoi, parce que j'étais en mode « Pourquoi ça parle pas allemand? Je comprends pas, tu vois. » Pourtant, je lis des critiques à droite à gauche que, bon, le film est un peu tombé dans l'oubli, mais c'est quand même un bon remake. Et en attendant, j'ai toujours pas vu le vrai M le Maudit. Mais du coup, je me dis, il faudrait peut-être que je retente, que je lui redonne une chance à ce pauvre film, parce que, bon, je l'ai quand même bien insulté pour pas grand-chose. Moi, j'ai une expérience de salle, c'était, j'avais vu Cri et chuchotement. Ouais. De Bergman, et moi j'ai trouvé le War, tu vois, en plus il est assez connu. Bah oui. Je vais au cinéma, à la Filmothèque, je crois. Et en fait, pendant tout le film, il y avait un vieux juste à côté de moi qui était bizarre, qui arrêtait pas de chuchoter et de réagir au film. Et il faisait genre, oh putain, oh mon dieu, oh du sang sur son vagin. C'est un truc comme ça, tu vois. Et en fait, ce mec m'a cassé les couilles. Mais genre vraiment, tout le film faisait, oh mon dieu. Et il réagissait à tout. Et du coup, j'ai pas regardé le film. J'en pouvais plus. Genre. C'est triste. Un peu. Et du coup, j'aimerais beaucoup revoir Cri et chuchotement. Parce que je sais que ce film est incroyable, mais j'arrivais pas à rentrer dedans parce que le mec arrêtait pas de tout commenter. Ok, donc retente Cri et chuchotement. Cri et chuchotement, ouais, de Bergman, j'aimerais bien, tu vois. Mais après, ouais, c'est pas vraiment dans ce que tu as demandé. C'est plus vraiment un film que t'as pas aimé. Oui. T'aimerais redécouvrir. Mais après, pour moi, ça rentre quand même là-dedans, tu vois. Genre, c'est parce que. Je vois Julien, il est hyper stressé en mode, ok, quel est le film que j'ai pas aimé? Parce que j'ai tout aimé, moi. Pareil, moi je viens de repenser à un truc, mais est-ce que je redonne une chance à Boys the Fight aussi, tu vois? Ouais, de ouf, mais ouais, vraiment. Mais j'ai pas envie de me retaper 3 heures de en Boys fait, the Fight tout de suite, tu vois. Vas-y vraiment en te disant, ok, c'est un truc vraiment, mais totalement, mais abusé. Tu vas le voir avec des amis, tu rigoles. Moi, j'ai passé un Je l'ai bon vu moment. avec un
ami et l'ami a pas aimé non Mais en plus. fait, je pense que vous avez trop vu en mode sérieux, genre en mode je veux voir un film de Ari Aster. Parce que vous étiez habitué à voir Midsommar, Boys Afraid, quoi, qui sont quand même des bons films. Et là, vous êtes allé voir en mode waouh, c'est un nouveau film de Ari Aster avec Joaquin Phoenix et tout. Les gars, Moi, je suis pas un bon comme de Joaquin Dragon Phoenix. Windows, déconnectez Non. vos cerveaux, regardez Boys Afraid, rigolez aux grosses couilles de Joaquin Phoenix, et voilà, genre merde, non. Faudrait que tu sois là pour faire l'audio description parce que c'est très drôle quand tu le fais. Donc, Non, mais c'était un film c'était génial. Pardon. Ah, voilà, un film que j'aimerais beaucoup aimer, que j'avais vu avec Cohen, et qui est un classique du cinéma d'horreur, mais qui est assez peu connu, enfin en même temps qui est très connu, c'est Don't Look Now. Oui. Ne te retourne pas. Je l'ai eu sous les yeux aussi. Voilà. Et ce film, on l'avait vu avec Cohen, on avait vraiment détesté. Ouais. Et en fait, en relisant des trucs dessus, ça a l'air, c'est génial en fait. Non, j'ai pas envie de retenter. c'est celui-là. réalisé par qui ça C'est Nicolas Roeg. Nicolas Roeg, ouais. Et c'est un film d'horreur hyper connu des années 70. Avec Où Donald en fait, Sutherland. t'as des parents qui perdent leur enfant et qui vont ensuite en Venise. à Venise, voilà, qui vont à Venise et qui ont un peu des flashs, Des et tout un délire du reminiscences. passé qui revient dans le voilà, et c'est super bien en fait. En fait, en y repensant, il y a quand même des trucs cool. Bah, il y a des trucs cool, mais je sais pas, j'étais pas dedans. Donc là, ouais. Ça serait Julien, toi, dans tout ça Alors déjà, je m'excuse de mon silence, mais j'étais en pleine réflexion pour trouver un film. J'ai réussi à en choper 3. Vas-y. Le premier, c'était... alors, c'est Cemetery of Splendor Ah oui. de Wera Sekul. ouais. Attends, j'ai pas compris du coup. Cemetery of Splendor de Happy Chaptong Wera Sekul. Ah bah oui. Ouais. Alors ce genre de film j'avais vraiment détesté, on l'avait dû le voir dans le cadre des cours, je l'avais vu en 2 parties parce que je supportais pas le film, c'est d'une lenteur et pourtant c'est un film contemplatif et depuis j'aime bien le cinéma contemplatif. Problème, donc je l'ai pas aimé mais j'ai pas spécialement envie de le revoir. Du coup j'ai 2 autres films en tête qui là j'ai pas autant détesté, c'est vrai que j'ai trouvé ça moyen mais que j'aimerais bien revoir. Premier il y a Conan le Barbare. Oui. Alors Conan, j'avais trouvé ça très kitsch, très années 80, très surfait, très mal joué. Et en même temps, est-ce que c'est pas aussi le charme qui fait Conan le Barbare en fait, en termes de mise en avant du corps de Schwarzenegger comme un élément totalement improbable en fait. T'as lu Adrien Desnouettes et tu veux revoir Conan. Bah, disons que j'ai lu le Momsilovitch sur le prodige d'Arnold Schwarzenegger et du coup c'est vrai que ça m'a donné envie de revoir ce film. Et dans le même type de film que je trouve très kitsch, du coup j'avais trouvé très moyen, le premier Evil Dead de Sam Raimi. Ah, j'ai pas vu. Qu'il a vu il y a pas longtemps. Ouais, et puis j'ai adoré. Bah c'est ça, et je me dis en vrai, bah depuis le temps, c'est le genre de film où en fait, ces 2 types de films, c'est ce genre de film où tu sais que ça a beaucoup de défauts, c'est très kitsch, mais en même temps, tu peux réussir à trouver justement leur force dedans. Et tu dois voir le 2 plutôt, en vrai, finalement. Tu l'as vu le 2 ? Non, justement, j'ai vu que le 1. Et je sais que le 2, ça assume totalement son côté kitsch, mais pas le premier. Mais en même temps, le premier, de souvenir, j'aimais beaucoup le culot de Sam Raimi, en fait. D'arriver avec très peu de choses et de sortir ça. Donc voilà, soit Conan, soit le Evil Dead. Mais pas, ouais, vas-y. Non, mais je voulais demander à Owen, déjà, t'avais pensé quoi d'Evil Dead 2 ? Parce que du coup, t'avais eu. En fait, c'est marrant parce que j'ai préféré, je crois, le Evil Dead 1. Parce que justement, le 2 allait peut-être un peu trop loin, mais dans le sens où. Dans un sens un petit peu redondant. Oui. Je saurais pas trop l'expliquer parce mais que. le 2, il va beaucoup plus loin, et en plus, du coup, ce qui est bien avec le 2, c'est qu'il te résume le 1. Enfin, il te refait le 1 en 15 minutes, au tout début. Et après, il te lance le 2. Ouais, mais pour une raison quelconque, je trouvais que le 1 presque plus spontané. Et du coup, ce côté neuneux spontané me parle un peu plus que le côté forceps du 2. Mais j'ai pas vu le 1, du coup, je sais pas s'il y a, tu vois, ces plans séquences incroyables qui vont dans toute la maison, ou est-ce que t'as ça aussi dans le 1 C'est incroyable, la prouesse technique du 2, où t'as vraiment une caméra qui va dans des coins de meubles, enfin vraiment le truc, mais c'est incroyable, genre vraiment. Ouais, le 2. Ouais. Le 2. Mais t'allais dire un truc ? Un autre film, moi. Vas-y. Tu parlais de films contemplatifs. Moi, j'avais vu un film il y a 2-3 ans. J'avais détesté. En y repensant, il était incroyable. C'était Am on Rye. Je sais pas si vous voyez, il est passé au MK2, mais très rapidement. Ça me dit rien. C'est un film de Tyler Taormina. La nationalité, c'était américain. Et en fait, l'histoire, c'était des jeunes qui passaient une sorte de test pour savoir s'ils allaient pouvoir rentrer dans la vie adulte. Donc, c'est très symbolique, c'est un peu chelou. Et en fait, tu tout un processus, une sorte de rituel où tu les vois genre passer par des endroits où ils doivent manger des burgers, bon, très, très bizarre. Et à la fin, en fait, t'as les abandonnés, t'as les gens qui ne peuvent pas partir de cette ville un peu américaine, un peu chelou, et qui sont un peu abandonnés, qui commencent à devenir SDF. Enfin, c'est vraiment un film trop bizarre, hyper contemplatif. Et je vous conseille ce film, Amon Rye. Alors moi, j'en ai peut-être un dernier dans la vibe contemplative et qui justement rejoint un petit peu ce que tu disais, Julien. Nous étions un 1er janvier 2023. Nous allions dans les cinémas du quartier latin. Nous allions voir notre premier film d'Andrei Tarkovsky, Jérôme Piche.
Il s'est endormi. C'était pas André Roublev que t'avais vu? Non, c'était Stalker. C'était Stalker. Et en fait, je m'en veux beaucoup parce que Stalker, je me suis fait chier du coup. Mais quand je lisais les analyses qu'il y avait derrière, je voyais tout le sublime qui pouvait s'en dégager tant que t'étais dans le bon état d'esprit pour le voir. J'ai l'impression que Stalker, c'est un peu comme de la poésie. Oui. Tu regardes ce film comme si tu lisais de la poésie. Est-ce que c'est pas tout le cinéma de Tarkovsky qui est un peu comme ça? Et du coup, j'ai raté un peu le coche avec Tarkovsky. Et je m'en veux un peu parce que je me dis, je vois tout ce qu'il y a sous la surface qui peut être très intéressant à toucher et à apprécier. Mais pour le moment, ce sublime m'est inaccessible. Et je pense que je gagnerais peut-être à retenter Stalker avant de poursuivre ailleurs chez Tarkovsky. Pour Tarkovsky, ce qui est pas mal, t'as l'enfance d'Ivan, son premier. Ouais. C'est peut-être le plus accessible, parce que c'est le moins poétique. Tu retrouves, mais vu que t'es quand même sur un film de guerre, c'est peut-être le plus accessible. Et ensuite, je pense que Solaris, il a l'avantage d'avoir ce côté SF qui peut... en plus, c'est celui-là qu'il aime le moins de tout ce qu'il a fait. Ah ouais. Mais il a ce côté qui peut être un peu plus grand public. Mais justement, je pense qu'on est tellement habitué à avoir un regard sur des productions américaines ou tu vois, des trucs un peu grand public qu'on on doit apprendre à regarder des films comme Stalker. En fait, ça doit s'apprendre. Tu vois, c'est une lecture que tu dois prendre l'habitude d'avoir. Et c'est pour ça que des fois, tu peux regarder un film incroyable, tout le monde te dit des analyses incroyables dessus, mais toi, t'as pas encore la lecture. Du coup, t'as du mal à rentrer dedans. Ça. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on garde. Faut qu'on reprenne le Tarkovsky par mois. Mais... C'est ce qu'on s'était dit. On s'est arrêté au bout de 2 films. Bon, après, tu en as pas fait beaucoup, donc en 6 mois, t'auras fait le tour. Hein. Ouais, on n'a pas fait beaucoup, ouais. Mais Stalker, moi, ce qui m'avait donné envie dans le film, c'était vraiment tous les plans du mec qui s'abandonne dans l'eau, avec le chien et tout. Enfin, c'était vraiment le côté esthétique, en fait. Tu vois, on parlait de Le mal n'existe pas, mais le début du mal n'existe pas, ça fait beaucoup penser au début de Solaris. Ce début de Solaris, c'est vraiment des plans sur une rivière, sur des arbres. Je pense, soit je me remate M, ça dure 1h20, soit je me remate le double avec Stalker qui dure 2h40, mais j'ai un peu plus envie de donner une nouvelle chance à Stalker. Moi, un film dernier, après j'arrête parce qu'on en peut-être aller trop loin. En fait, c'est un film que j'aurais aimé voir sur le grand écran, c'était The Green Knight. Le film A24, tu vois, avec Dev Patel, mais de David Lowery. Il n'est pas sorti au ciné. Il n'est pas sorti au cinéma. Non. Il est sorti directement sur Prime Video. Et donc moi, j'avais trop hâte de ce film. Je l'ai regardé, j'ai été hyper déçu. J'ai rompiche fort, moi. Et en fait, c'est un film, il faut le voir sur le grand. Je peux pas le voir sur un petit écran, c'est impossible, tu vois. Ça aurait été un truc incroyable au cinéma. Et ça, j'aimerais beaucoup le revoir au cinéma. C'est David Lowery, non? Exactement. De le mec qui a fait Ghost Story que j'adore. J'ai vu Ghost Story il y a genre 1 mois, j'ai adoré. Tu vois, donc c'est un film, putain, j'ai trop la haine de pas l'avoir vu en salle. Je sais pas si un jour il y aura une occasion de le voir en salle. En tout cas, voilà. Moi, mon choix est fait. Je pense que je vais aller zioter le programme du Quartier Latin et retenter sa chance. Tu me dis? À Stalker. Stalker, ok. Ouais. Bah, chaud. Ouais. Peut-être faut lire aussi, tu vois, des trucs qu'il a écrit. Il a fait de la poésie, du coup. C'est vrai. Tarkovsky. M'imprégner un petit peu de Tarkovsky avant d'entrer dans la salle. Et mettre de toi dans le film, te dire. Oh, je vais tellement me sentir comme un étudiant en cinéma en entrant dans le quartier latin. Ah, je vais avoir du Tarkovsky. Je lis la poésie en même temps en attendant avec les pubs. Ouais, excuse-moi. Jérém, quel sera ton film? Je vais redonner sa chance à Moser. Très bien. Moser. Fred? Moi j'ai trop de trucs là, j'ai oublié. Aymon Rayeux. Vraiment, j'ai trop envie de le revoir ce film. Il était trop bien, mais je l'ai pas aimé sur le moment. Très bien. Et Julien? Evil Dead ou Conan, et si le temps me le permet, les deux. Très bien. Je vais pas faire comme Fred, je vais pas m'accaparer le Joker. C'est bon. De la sorte. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce que je propose à la place d'un de mes jeux, on fera ce récap-là. Mais en attendant, j'ai quand même envie de donner le Joker suivant à quelqu'un d'autre. Julien, t'as quand même attendu depuis longtemps là. Oui. Ça fait peut-être 5 épisodes, je crois que t'as fait. Je sais plus. Mais en tout cas, ça fait Avec Fred qui l'a regardé 2 fois. Donc voilà. Julien, l'épisode prochain, tu as un Joker. Et plutôt que de faire un jeu pour moi, on s'y tiendra au courant quand même de savoir si on a tous eu le temps de revoir nos films. Mais voilà, on fera ce petit récap là. Jérém redécouvrira Moser. Julien redécouvrira Evil Dead et ou Conan. Aymon Rayeux, et moi je redécouvrirai Stalker. C'est chouette. Trop bien. Je suis très content, voilà. Trop cool. Je crois de le voir. Ah, c'est bien, j'aime bien. Voilà, c'est chouette. Et ben c'est sur ce chouette qu'on va se quitter, mes amis. L'émission touche à sa fin. Je rappelle que vous pouvez toujours nous retrouver sur les applications de streaming audio Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcast, mais aussi sur YouTube. Et vous pouvez nous retrouver sur Instagram et prochainement... Possiblement sur TikTok. On va tenter notre chance sur TikTok. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode et on vous fait des gros bisous. Ciao. Salut. Ciao. Profitez de ce beau soleil du printemps. Écoutez, imagine il pleut quand on sort l'épisode.